Voilà, c'est parti pour ce ZCL News du vendredi 20, jour particulier, puisqu'on était tout à l'heure en direct de la plénière du Conseil régional. On saura plus tard ce qui a été décidé, mais pour l'heure, on va recevoir un politique très médiatique ces temps-ci. Je veux parler du nouveau président de l'Association des maires, une association qui fait l'actualité depuis quelques jours. Ça, on ne peut pas le dire. C'est Jocelyn Sapoti, bonjour. Bonjour Danick et bonjour bien sûr aux téléspectateurs et à toute la Guadeloupe. Et même au-delà, puisqu'on ouvre en France, à Martinique, à La Réunion, etc. Tout à l'heure, nous parlerons comme chaque week-end de la question de l'eau, bien sûr, et puis nous aurons notre chronique Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond. Sur l'actualité, c'est le plan de chlordécone qui a été présenté hier à la préfecture, on en parlera, et puis on fera un petit tour du côté de la Maison des Outre-mer avec Maurice Essé qui se trouve là-bas, on en parlera. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit le maire du Lamentin qui a été réélu il y a quelques mois, mais il est aussi devenu président de l'association des maires, une association dont on parle beaucoup ces temps-ci. Alors, Jocelyn Sapoti, la première question que je vais vous poser sur cette association des maires, à quoi sert-elle? Voilà, j'ai entendu des choses quand même, est-ce que je peux dire ça en politique, que ça fait de la peine? J'ai l'impression qu'en Guadeloupe, on est en train de construire des fois une sinistrose pour nous autodétruire. Alors que partout, on essaie de construire les associations des maires et de les renforcer. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'unir les maires face aux autres collectivités, mais aussi face à l'État, pour que nous puissions peser davantage. C'est aussi une manière d'aider les maires à mutualiser les moyens et à faire des choses ensemble pour que chacun ne parte pas dans son coin et que les dépenses, qu'on puisse les diminuer. C'est aussi un moyen de renforcer la formation des élus et de rendre les élus un peu plus forts. Parce que j'entends tout le temps les élus, ils sont incompétents, ils ne sont pas connaître, etc. Alors qu'on a une association dont c'est sa mission, j'ai l'impression que maintenant qu'il y a un président qui dit « je vais faire cette association-là, jouer complètement son rôle et qu'elle soit encore plus forte », qu'avant même de démarrer dans les starting blocks, nous avons habitués. J'ai l'impression qu'en Guadeloupe, il faut absolument qu'on se saborde de nous-mêmes. Que nous pas aimer nous, qu'on est tout le temps dans le fanchou, comme disaient d'autres, systématiquement. Je peux dire que ça me fait un peu de peine quand même. Donnons-nous à nous-mêmes la chance de réussir. On dirait que nous-mêmes, écoutez, moi je viens d'une famille qui est une famille pauvre, je dis ça tout le temps, c'est la vérité. Et j'ai vu autour de moi des gens se battre pour réussir. J'ai vu ça. J'ai vu des mères de famille travailler jusqu'à 62 ans, Kaimarekan, etc. Kagoumé pour réussir. Moi, une mentalité là, ça, en fier, là, quand des amis qui les avec moi, et qui jouent là, ni des postes de responsabilité dans les collectivités, qui ont monté leur entreprise, qui ont fait des choses, le Guadeloupéen qui réussit, ça me plaît. Ouais. Si nous avons une association des maires, et que l'association des maires n'a pas peut-être suffisamment joué son rôle, ne disons pas que c'est quelque chose qui ne sert à rien, mais disons plutôt comment on fait en sorte que notre association des maires devienne plus forte et qu'elle pèse suffisamment pour être un lobby qui va faire que nous puissions faire passer nos orientations. C'est ce que tous les autres font. On voit le poids de François Barouin en France quand même. Le gars pèse. Il est le président des associations des maires, il pèse. Est-ce que nous, ce ne serait pas bien qu'on ait une association des maires qui pèse aussi pour dire que, voilà, nous avons monté Paris et nous avons dit, les 32 maires derrière Jocelyn Sapoti, que ça ne veut pas être comme ça, c'est comme ça nous voulons. Ouais. Ah, mais attendez. Alors, Jocelyn Sapoti, quand même, il y a des choses à rétablir sur ce qui a été dit, j'ose dire par un confrère, il y a 2 ou 3 jours, disant que c'est une association où on distribue de l'argent, on prend de l'argent pour voyager, etc. Qu'est-ce qui a passé? On va regarder ça, dis-moi. Ouais, écoutez, et ça me fait rigoler presque. Je ne suis pas concerné. Oui. Et d'ailleurs, il a dit que je n'étais pas concerné, donc je ne pouvais plus me taire. Oui. Et ne rien dire, bon, ce n'est pas ma gestion. Mais quand même, il y a 2 choses que je n'ai pas trop appréciées. La première chose, c'est qu'on parle de salaire d'employés. Alors que les chiffres qu'on a donnés sont archi faux, quand même. On double le salaire de la personne. Ouais, 6 000 euros. Alors que c'est à peine 3 000 euros. Ouais. D'accord? Donc, il y a ça qui me fait quand même de la peine. Parce que ce sont des gens qui travaillent. De même, Mouna Sakabassan Larila, il a dit, Mouna Sakabassan a touché 6 000 euros à l'association des maires, etc. Et il n'a pas fait rien, quoi. Et il n'a pas fait rien, quoi. Alors que ce n'est pas vrai.
On ne peut pas dire des choses comme ça, on ne peut pas faire des choses comme ça. Ensuite, les voyages, dire que les voyages, c'était pour la présidente et le président et la directrice. Vous comprenez ce que ça veut dire un peu à peu près. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas mon rôle de faire ça, mais je ne peux pas laisser des choses comme ça passer quand même. Les voyages, c'était des voyages, 30 000 euros de voyage, oui, mais pour 16 communes. Je suis allé vérifier, ça fait à peu près 800 euros par commune. Est-ce que c'est trop dépensé en Guadeloupe de donner qu'une association des maires reverse 800 euros à chaque commune pour qu'ils envoient un délégué participer à la réunion des maires et pour que cette personne-là puisse participer au colloque, participer aux entretiens, participer aux conférences, se former? Est-ce que c'est trop que de donner 800 euros à une commune et qu'on multiplie bien sûr par le nombre de communes sur 2 ans, oui. Ça fait 30 000 euros. Mais on fait parler des chiffres pour dire des choses qui ne sont pas fondées. Donc oui, il y a des dépenses, effectivement, qu'il va falloir restreindre. Et c'est l'engagement que j'ai pris. Sur le loyer, effectivement, qu'on paye. Ce n'est pas que le loyer soit trop important, il faut regarder ce qu'il y a là-dedans. Combien 1200 euros, c'est ça? À peu près, 1200 euros à peu près par mois. Mais il faut voir ce qu'il y a là-dedans. Là-dedans, vous avez effectivement un entretien, vous avez les charges, vous avez toutes les charges d'électricité, d'eau, etc. Mais c'est vrai que je prends l'engagement de diminuer ça. Parce qu'on peut peut-être trouver une collectivité ou encore faire une convention avec le centre de gestion ou encore le CNFPT qui pourrait nous loger gracieusement et faire en sorte qu'on ait moins de dépenses. Ça, je suis d'accord, on peut faire ça. Il y a d'autres charges en passant des conventions, en utilisant des moyens plus modernes ou d'autres types de moyens qu'on peut diminuer, notamment les charges de communication. Oui, ça, je suis d'accord. Mais pour stigmatiser comme ça les gens, je ne suis pas d'accord quand même, et surtout quand ce n'est pas tout à fait la vérité. D'accord. Alors, je sais pas si vous avez pris cette association, j'imagine que vous avez un agenda, un projet. Oui, je l'ai présenté, puisque j'ai fait une profession de foi. Parce que pour la première fois, cette élection... Son vraie élection. Voilà, pour la première fois, c'était une vraie élection où il y avait des candidats et où chaque candidat est venu avec un programme. Oui. Donc, oui, ma première volonté, c'est de faire de l'association des maires un outil pour que les municipalités, je ne dis pas les maires parce qu'on dit association des maires, mais en fait, c'est l'association des élus municipaux. Des collectifs d'eau, oui. Voilà. Oui. Donc, que les élus municipaux soient un peu plus forts, quand je dis plus fort, plus formés. Sortez de la confidentialité aussi de l'association. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait partie effectivement du programme. Donc, l'association avait déjà commencé un travail en matière de formation des élus, il faut le dire. Quand on dit elle ne fait rien, c'est pas vrai. Elle a fait des choses, mais il faut aller plus loin. Renforcer ce rôle-là. Pas plus tard qu'avant-hier, on s'est mis d'accord avec effectivement la préfecture sur un programme de formation sur la sécurité, sur le DICRIM, sur le PCS, qui sont des documents que les communes doivent avoir. Et on a du retard sur ça en Guadeloupe. Et on a pu obtenir effectivement et voir comment on pourrait faire cela avec des experts et une prise en charge de cette formation par l'État. Donc c'est quelque chose qui est acquis et l'État va mettre en place ce programme-là et nous serons associés à ce programme-là. Donc il y a cela. Et puis faire vraiment de l'association des maires un pool d'ingénierie en matière de formation pour les élus. Parce qu'on a ça pour les fonctionnaires territoriaux, c'est le CNFPT. Oui. Mais on ne l'a pas pour les élus. Donc il faudrait qu'on le fasse. Donc il travaille avec le CNFPT pour le faire. Et d'ailleurs, c'est Jules Otto qui lui-même est aujourd'hui l'actuel directeur du CNFPT, qui est élu maire et qui est à l'association des maires et vice-président, qui a pris la direction de la commission, de la présidence de la commission, chargée de la formation au niveau de Donc on aura des élus plus compétents dans l'avenir. Alors, c'est ce qu'on cherche. Oui. Donc, on a restructuré l'organisation déjà de l'association des maires. On a fait ça très vite en créant des commissions. Ça n'existait pas. Oui. Donc, on a créé des commissions où on aura des élus, avec les élus qui siègent à l'association des maires, mais des élus qui ne sont pas au conseil d'administration, mais qui vont aussi participer à ces commissions, notamment l'achat public. Dans toutes les mairies, on achète des produits de première nécessité, on achète des balais, on achète du savon, on achète des choses comme ça. Tout le monde a besoin de ça. Ce qu'on appelle, nous, les besoins transversaux, qu'on va trouver dans toutes les communes. Pourquoi ne pas mutualiser ces achats-là et faire en sorte qu'on puisse créer un groupement d'achats? Donc, il y a un élu, effectivement, qui est chargé de cela pour pouvoir constituer un groupe de travail à sein d'une commission et travailler là-dessus.
travailler sur la fiscalité, mais travailler aussi sur l'intercommunalité. J'imagine, oui. Mais ça ne marche pas. Ouais. Ça ne marche pas. Et nous, les maires, nous sommes les premiers à nous plaindre. J'étais président de communauté d'agglo, mais tous mes maires se plaignaient. Et tous les maires de la Guadeloupe se plaignent des communautés d'agglo. Mais est-ce la faute des présidents de communauté d'agglo? Si on s'arrête à dire c'est la faute à un tel, on ne progresse pas. Je serai le premier à dire, même si politiquement on est en opposition, ce n'est pas tout le temps que c'est de la faute du président. C'est parce que structurellement, il y a des choses qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Par exemple, certaines communes ne sont pas à jour de leur cotisation à l'association, je crois. Oui, donc Oui. c'est un problème. Là aussi, ça va être régulier. Alors, vite. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a présenté une situation qui s'arrêtait à décembre 2019. Ouais. Ben, ça, c'est normal. Oui. L'expert comptable a fait les comptes de l'année 2019. On n'a pas encore arrêté les comptes de 2020. Ouais. Et à la fin de l'année 2019, il y avait des communes qui devaient. Ouais. Mais ça a été régularisé. Aujourd'hui, on n'a que 3 communes qui n'ont pas. Donc, sur 32, il n'y a que 3 communes qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Donc, des arriérés pour certaines communes. Et là, on va partir effectivement auprès de ces communes-là de façon à ce que les communes puissent payer leurs cotisations. Alors, est-ce qu'on peut dire, c'est la dernière question sur la MG, que la MG va devenir un 3e pouvoir en Guadeloupe, c'est-à-dire conseil général, conseil régional, et puis il y aura l'association des maires qui va peser sur l'avenir, sur tout, sur la politique, sur l'économie, etc. Comment vous voyez ça en termes de pouvoir? Alors, ce n'est pas un pouvoir en termes de pouvoir politique comme c'est le pouvoir d'un maire, etc. Mais vous avez raison, parce que c'est un pouvoir en termes de groupe de pression. Oui. Il faut le dire, c'est vrai, c'est la réalité, ça sert à cela. Ça sert à cela, tout comme on trouve des regroupements salariaux, on trouve des regroupements patronaux, on trouve des regroupements d'élus. Et les élus se regroupent en fonction des intérêts qu'ils doivent défendre. Il y a des regroupements d'élus pour les élus qui défendent la montagne. Il y en a qui défendent la mer. Il y en a qui défendent le littoral. Eh bien, nous, oui, on va défendre la Guadeloupe. On va défendre la Guadeloupe, oui. Dans ce sens-là, oui, c'est un groupe de pression. Aussi, si on parle de pouvoir, ça sert à cela. Absolument. Bien, alors, vous étiez d'une présidence à l'autre, puisque vous étiez à la CNBT. Qu'est-ce que vous avez laissé comme héritage à M. Losbar? J'ai laissé quand même à M. Losbar, premièrement, une situation financière saine. Oui. Mais, comme toutes les communautés de la Guadeloupe, on va dire des dossiers avec des enjeux difficiles. Mais ça n'a rien à voir avec la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. C'est peut-être un peu moins difficile ailleurs dans le Nord-Bastère qu'ailleurs, qu'à d'autres endroits. Mais ça reste quand même avec des enjeux difficiles. Un enjeu difficile, c'est le transport. Même si quand je suis parti... Aussi, et les déchets, je venais là-dessus. Même si quand je suis parti, je lui ai laissé le transport avec une DSP, une délégation de service public sur le transport. C'est la première fois sur le Nord-Bastère, et je dirais en Guadeloupe, à part le SMT, qui est un syndicat qui est, lui, spécialiste du transport, c'est la première communauté d'agglomération qui a mis en place une délégation de service public pour le transport. Mais je dis à la population, ce n'est pas la panacée. J'en suis conscient. Mais je suis conscient parce qu'il y a une réalité aujourd'hui, le transport, que ce soit en Nord-Bastère, en Sud-Bastère ou encore en Nord-Grande-Terre, c'est une catastrophe. Oui, bien sûr. Et qu'il va falloir revoir l'intercommunalité, parce que chacun ne pourra pas organiser un transport aussi déficitaire dans son giron, dans son périmètre, sans ne pas faire payer un prix exorbitant, inacceptable par l'usager. Donc, il faut vraiment révolutionner ça. Donc, à mon avis, je lui ai laissé quelque chose d'organisé, mais il va devoir encore travailler pour pouvoir améliorer ça. Quant aux déchets... Oui. Alors ça, c'est un gros problème. Hein, c'est un gros problème. Moi, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui manquait? Alors, je pense que ça a été une erreur de transférer, je ne dis pas l'organisation, mais le suivi du transport, pas du transport, de la collecte des déchets, aux communautés d'agglomération. Parce que pour réussir dans ce domaine-là, il faut maîtriser le territoire, déjà. Et c'est une dimension qui est un peu trop éloignée
de la réalité et de la proximité. D'accord? Ça c'est la première chose. Deuxièmement, chose importante, c'est que en donnant aux communautés d'agglomération la compétence, on l'a éloigné de la commune et on a déresponsabilisé. Non seulement les maires, mais l'usager aussi, le citoyen. Parce que ça vient bitin à la communauté d'agglomération. Quand c'est bitin à Meyaï, il est un peu plus impliqué parce qu'il est plus intime avec son maire. Donc, il s'est déresponsabilisé par rapport aux déchets. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Guadeloupéen se débarrasse de ces déchets. Il ne le gère plus comme avant. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu une Guadeloupe où les collectivités ne collectaient pas et où la Guadeloupe était propre. Maintenant, quand les collectivités collectent, ça vous impissale. Parce qu'avant, le Guadeloupéen, lui, comme ou pas de collecter les autres, il était qu'à gérer. Maintenant, comme on va collecter, il la gueule. Et débrouiller. Et n'importe comment, et n'importe où. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Mais, on peut réorganiser. Je pense que sur cela, il faut que les communautés d'agglomération gardent l'organisation, parce que c'est leur compétence, et puis voir l'organisation à une grande échelle, ça peut être intéressant, mais l'exploitation et le suivi devraient être délégués aux municipalités. Et à mon avis, ça marcherait mieux, déjà parce qu'il faut une police aussi de l'environnement. Or, la police de l'environnement, c'est le maire qui a la compétence et non pas la communauté d'agglomération. Donc, voilà des choses qui méritent d'être améliorées parce que c'est une catastrophe sur l'ensemble de la Guadeloupe, ce problème de déchets. Oui, c'est un gros problème. Pas ni un coin en Guadeloupe, pourquoi passer ou pas qu'à vrai. Attends, hier soir, en sortie de l'aéroport, moi arrivé Lamentin à Bémao en Cavoisdan. Un quartier chic, belle. Il y a une belle case qui là. On a déposé un paquet d'ordi, matelas, n'importe quoi là, à l'entrée. Ça écœurant. Mais bon, parce que nous avons décidé peut-être qu'il a vidé Gazaï et puis il passait là dans la camionnette et il a gagné ça là. Il débarrassé de ça, point barre terminé, débrouillé sur la veille. Alors, pas rester dans longtemps, mais il faut nous parler des débitants. Problème de l'eau. Alors, à deux niveaux, hein, Lamentin. L'eau, en général, l'eau qu'on consomme, mais quand il pleut, Lamentin est sous les eaux. Exactement. Oui. Donc, ça me ramène encore aux communautés d'agglomération. Pas plus tard qu'hier soir, j'avais une réunion avec mes élus là-dessus. La gestion des eaux pluviales et urbaines est passée maintenant à la communauté d'agglomération. Ça va être problématique, ça. Hier soir, on en parlait. Parce qu'aujourd'hui, le maire, il est dans la proximité. Moi, il y a eu le problème dernièrement d'inondation. Mais le maire que je suis et les élus, on était sur le terrain tout de suite. Je suis dans ma commune. Est-ce que vous pensez qu'un président de communauté d'agglomération pourrait être dans les 6 communes et être sur le terrain à la fois et être en proximité pour régler ça? Moi, tout de suite, j'ai des gens qui m'appellent. Le lendemain matin, j'ai mobilisé des entreprises, j'ai mobilisé le personnel. On a fait des choses. Voilà des choses où on peut faire en proximité. Et là, c'est parti en communauté d'agglomération, cette compétence-là. Donc, on va voir demain ce qu'on va donner, ça va être compliqué. Donc, et c'est vrai qu'en matière de sécurité, tout ça, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Oui, c'est de plus en plus compliqué à gérer ça parce qu'on a des phénomènes climatiques qu'on maîtrise de moins en moins. Bon, ce n'est pas un phénomène guadeloupéen, c'est un phénomène global parce que c'est le problème de réchauffement de la planète, mais ça a des conséquences chez nous qui sont des conséquences énormes quand même. Et ensuite, pour l'eau potable, bon, si on parle de Lamentin, c'est l'une des communes où il fait bon de vivre en matière d'eau potable parce qu'on n'a pas de problème d'eau potable à Lamentin. J'ai eu l'intuition quand je suis arrivé maire, je ne dis pas ça pour stigmatiser, de sortir du périmètre du SIAC. J'ai eu cette intuition-là et on est devenu autonome. Et donc ça va mieux. Non, ça va. On a de l'eau 24 sur 24, on n'a pas de tour d'eau à Lamentin, on a une eau de qualité qui est vérifiée régulièrement. Pourquoi? Parce que en arrivant maire, la première chose que j'ai faite, c'est réhabiliter une usine qui appartient à la commune de Lamentin, mais qui fonctionnait à demi.
Donc, on achetait de l'eau dans les mains du SIAC, on était servi par le SIAC. Donc, j'ai dit non, la Martin ne peut pas avoir une usine en capacité et on est client de notre. Dépendant de notre. Donc, tout de suite, j'ai fait investir sur cette usine-là grâce au conseil départemental. Et l'usine produit plus d'eau que ce dont la Martin a même besoin. Et tout de suite, comme j'ai un délégataire, je lui ai dit, tu gagnes de l'argent sur l'eau quand même. Il faut faire les travaux de réparation des canalisations. On a mis en place un programme de réparation. On n'a pas tout à fait fini. Il nous reste Monnier à faire. C'est le dernier programme qu'on doit faire. Et il y a de l'eau sous la Martin et on fait des entretiens, ça marche. Deux petits mots rapidement. Ravine Chaude, mais pas seulement Ravine Chaude, mais le projet d'eau en bouteille. Alors, est-ce que c'est noyé? Ah non, pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire, le groupe, le consortium CAPES doit prendre possession du terrain. Ça devait être ce mois-ci, mais à cause des inondations, on a dû reporter le conseil municipal, donc ce sera certainement au mois de décembre. Ils vont avoir leur titre pour pouvoir prendre possession du terrain et pouvoir commencer dès 2021 la construction de l'usine. C'est quelque chose qui est acté, mais ça ira plus loin. Oui. Parce que nous sommes cette eau-là, elle sera de quelle nature? Alors, ce sera la première eau minérale plate des Antilles. Minérale eau naturelle? Naturelle, 100%. C'est une eau minérale. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Les gens ne l'ont pas dit avant. Et ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais nous sommes les premiers à le dire. L'eau de Ravine Chaude est une eau artésienne. Oui. Personne n'a parlé de ça en Guadeloupe. Une eau artésienne, ce sont les eaux les plus rares qui existent dans le monde. Ça veut dire que non seulement c'est une eau minérale, mais qui est projetée par une force naturelle. C'est-à-dire que l'eau n'est pas... l'eau est bien captée, oui, parce qu'il faut conduire l'eau, oui, mais l'eau n'est pas aspirée. D'accord. Donc, et ce phénomène naturel, et qui est un phénomène géologique, procure à l'eau une qualité qu'on ne retrouve pas dans les autres eaux qui ne sont pas des eaux artésiennes. Donc nous avons la chance en Guadeloupe d'avoir une eau artésienne, qui est Ravine Chaude, qui est une eau très 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 rare, voilà, et qui est une eau minérale, avec une faible minéralisation. Et ça aussi c'est une caractéristique. Donc le fait que ça soit une faible minéralisation, donc ça peut être une eau de table sans difficulté. Les premières bouteilles sortiront quand? Ah ben ça, il faut plutôt demander ça au groupe CAPES, mais ils pensent ce sera l'étiquette CAPES aussi? Ah non, ça va changer de nom. Oui. Bon, ils savent déjà eux, mais ça fait partie de leur stratégie de communication. Oui. Voilà, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est acté, qui est bien parti. Deux petits mots très rapides, on ne peut pas poser aux questions là. Il y a 2 jours, on a célébré l'anniversaire de la mort de Charles-Henri Salin. Ça passe du rien? Ah oui. Vous savez bien quand on arrive là, à la période là, ça, ouais, et qu'à défendre Jeunesse en nous, je suis un militant qui appartient à l'UNEIEG. Ouais. Je suis membre fondateur de l'UNEIEG et ça restait toujours en Kermoin, pour fonder à Kermoin. Et le travail là, nous n'y a fait là, nous, jeunesse à génération là, ça, pour payer en nous. Quel que soit là, nous impliqués. Et Charles-Henri Salin, c'est en force qu'elle nous pède. Merci, M. Sapoti, d'être venu et de répondre à toutes nos questions. Il est pratiquement 13h01. On a pris un petit peu de retard, mais enfin, nous allons rattraper. Et à bientôt, bonne chance. On va attendre une bouteille de l'eau là, qui est arrivée. Pas de problème, nous pouvons boire ensemble. On va espérer. OK. C'est parti. 13h08, retour sur le plateau du ZCL News en direct de Canal 10 et de C10FM et de RHT. Si vous avez raté l'entretien avec Monsieur Sapoti, le président de l'association des maires, vous pouvez le revoir sur, bien sûr, le Facebook Live, puisqu'il était en live. Mais pour l'instant, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'était la présentation du nouveau plan de chlordécone. Le gouvernement veut faire un effort, semble-t-il, pour donner les moyens pour ce plan chlordécone. C'est le énième plan présenté. On va voir tout de suite avec Michel Depape comment ça a été présenté hier à la préfecture. On regarde. Le comité de pilotage du plan chlordécone qui est animé bien sûr par la préfecture avec les différents services de l'État et les agences comme l'Agence régionale de santé, mais aussi bien sûr avec la participation de personnalités locales, d'élus, de personnes donc, qui souhaitent échanger avec les différents services. Et par ailleurs, c'était un petit peu le bilan des travaux qui ont été conduits par différents groupes de travail sur des sujets bien sûr transverses dans le cadre de la chlordécone. Et l'Agence régionale de santé a été évidemment impliquée sur tout ce qui est impact sur la santé des populations en raison de la chlordécone.
Dans cette réunion, elle avait un objectif important qui était de présenter la méthode que nous allons mettre en œuvre pour le plan Chlordécone 4 qui va commencer à partir de janvier 2021. Pourquoi est-ce qu'on en parle dès aujourd'hui? Parce que ce plan Chlordécone 4, il n'est pas encore complètement établi. On a établi des grandes lignes stratégiques, on a établi des axes de travail, et avec une note de synthèse qui est prête, qui va être d'ailleurs mise à la disposition de tout le public. Et on rentre à partir d'aujourd'hui pour un mois de consultation et de capacité pour tous les gens qui sont intéressés par la question de pouvoir prendre connaissance de ce plan, de ce projet de plan et de pouvoir réagir et de proposer des choses pour qu'on puisse l'améliorer ou le modifier. C'était hier le DUOD. DUOD, c'est la journée des handicapés dans le travail. Et le Pôle emploi, bien sûr, n'a pas raté l'occasion d'organiser cette journée d'immersion entre les travailleurs handicapés et alors, le DUOD, c'est un travailleur handicapé et un travailleur, entre guillemets, normal. Et donc, c'était l'occasion, hier jeudi, de cette manifestation qui est aujourd'hui reprise à la télévision avec la caméra de Maxime Morel. On regarde. Bonjour, je suis Makaya Claudia. Je suis présente aujourd'hui à Pôle emploi dans le cadre d'une immersion pour le DUOD pour les personnes en situation de handicap. Et c'est mon cas, j'ai une polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie invisible. Aujourd'hui, nous sommes sur la journée nationale et régionale du DUOD, qui est effectivement un dispositif national qui a été mis en place maintenant il y a 4 ans pour justement promouvoir l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap au niveau des entreprises. Donc aujourd'hui, l'ensemble des agences Pôle emploi participent à ce DUOD. J'étais à l'accueil ce matin avec les demandeurs d'emploi. Là maintenant, je suis avec une conseillère entreprise. Elle s'occupe des contacts avec les entreprises et Pôle emploi. Des recrutements particuliers, des aides qu'une entreprise peut bénéficier de l'État si elle veut embaucher quelqu'un. C'est très important pour nous parce que comme toute autre entreprise, nous avons l'obligation d'emploi du taux de 6%. Et effectivement, nous sommes dans le cadre de la démarche RSE, dans une démarche inclusive au niveau de la diversité. Et comme toute entreprise, nous recrutons des personnes. Et donc, effectivement, de par le DUOD, nous permettons justement à ces personnes de découvrir les différents métiers qui composent Pôle emploi au sein des agences, mais aussi au sein de la direction régionale. Pour moi, c'est un avantage. Ça me permet quand même de m'immerger dans un milieu professionnel. Puisque par rapport à ma pathologie, ce n'est pas forcément évident de travailler, mais là, c'est une opportunité de savoir si demain, je pourrais être conseillère ou pas à Pôle emploi. Pourquoi pas? Ça se passe très bien. Elle est très attentive. Elle comprend très vite les mesures et elle pose des questions. Et on sent que c'est une personne très motivée et qui est prête à travailler. On va dire opérationnelle, on va dire. Moi, ma pathologie a été lourde pendant un moment. Donc j'ai pris du temps en fait pour revenir sur le milieu du travail. Ça fait seulement depuis 2018 que je peux repenser à travailler, en fait, c'est pour ça. Mais non, c'est pas difficile, il faut connaître nos droits. Avec la RQTH, avec la PCH, on a beaucoup de droits qu'on a droit, qui nous permettent en fait de travailler dans de bonnes conditions. Mais il faut les savoir. Ça va se poursuivre sur la matinée et donc en fin de journée, il y aura un petit bilan autour de l'équipe encadrante et le référent qui a été le tuteur sur la journée et Claudia pour faire un bilan de la journée. Vous avez dû le remarquer, cette semaine, le Pôle emploi a été très actif, très présent sur tous les médias. Alors, on va passer, comme chaque vendredi, à la chronique de l'eau en toute sauce. Alors, notre ami Isma Oguené a eu un petit souci accidentel. C'est pas grave, il n'est pas blessé, mais voit-il handicapé. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas là. Mais Jacques est au bout du fil. Jacques Davila, bonjour. Oui, bonjour. Tout va bien? Oui, ça va, on fait aller. Bon, alors, que dit-on cette semaine sur tout ce qui se passe au niveau de l'eau? Il y a encore des soucis? On n'entend pas Jacques. Ah oui, énormément de soucis. D'ores et déjà, sans concertation officielle, la présidente du conseil départemental, sans avoir prise de délibération, répond au ministre Lecornu et à son directeur de cabinet que le conseil départemental ne financera pas, ne garantira pas le paiement des salaires des agents du SIAG. Du SIAG, ah, oui. c'est la première des choses. Entre-temps, oui, le président du SIAG a déjà fait des coups d'État pour nommer des conseils d'administration.
sont sous sa tutelle dans des conditions absolument irrégulières, pour mettre des gens, dont Mme Carabin, qui se retrouve être présidente de Rénoc Assainissement, alors qu'elle était présidente de la CNGT. Elle n'a pas été capable de résoudre les problèmes des eaux des Grands Fonds du Moule. Le nouveau président n'a pas été capable de résoudre les problèmes d'eau de Morne-à-l'eau, de Saint-Cyr, de Blanchefleur, avec tous les problèmes que nous connaissons dans le Nord-Grande-Terre, qui a l'eau la plus chère de la Guadeloupe. Mais ces gens continuent et ils essaient de croire que parce que Christian Catou n'est plus à Eau d'Excellence, que Eau d'Excellence ne va pas tenir et que Cap Excellence ne tiendra pas son cap, alors qu'au moment où tous, on devrait être ensemble pour essayer de trouver une solution, parce que le 20 décembre au plus tard, si on n'est pas prêt, on n'a pas une solution technique qui est capable de se faire financer, la solution pour la transition avant le 30 septembre ne tiendra pas la route et l'État va faire le ménage. Faire le ménage, ce sera pire que toute chose, ce sera un cyclone Hugo sur la mission de service public de l'eau et de l'assainissement, avec toutes les conséquences. Nous devons, nos Guadeloupéens, montrer que nous sommes capables de faire ensemble. Il y a les compétences. Cependant, certains confondent une restructuration qui est nécessaire avec une nouvelle entité de reclassement. Les mêmes auteurs, acteurs, mesdames et messieurs, chers compatriotes, tout individu présent sur le territoire, ces gens-là voulaient qu'on reprenne les mêmes auteurs, acteurs de ces dysfonctionnements, non sanctionnés à ce jour, qu'on les transforme, qu'on les mette en reclassement et en recasement dans la nouvelle unité de transition jusqu'à septembre, afin qu'ils puissent assurer la continuité de la nouvelle structure. Une restructuration, mesdames, messieurs, on fait le ménage, on s'arrange pour que les comptes soient équilibrés, pour que la vie économique soit fiable et durable, pour ne pas obérer l'avenir de nos petits-enfants. Oui. Situation particulière. Alors, tout à l'heure, j'avais le maire du Lamentin qui disait que sa commune était exempte des tours d'eau. C'était une situation vertueuse pour le Lamentin. Vous confirmez? Oui, c'est une situation particulière inhérente à la structure de nos réseaux. Le Lamentin bénéficie d'une usine qui est à prise d'eau, qui l'alimente en gravitaire. Cette usine venant d'être réparée lui permet d'avoir de l'eau en qualité et en quantité, et ce qui alimente l'excédent, alimentant le BMAO par le circuit ouest. Donc c'est un cas particulier parce que nous sommes faits de distorsions, tout comme notre territoire. La Grande Terre est différente de la Basse Terre, la Désirade est en basalte alors que la Guadeloupe proprement dite est en andésite, alors que Marie-Galante a une sous-couche de basalte avec du calcaire chloralien. Nous sommes couverts de microclimat, nos réseaux d'eau sont à l'image. Donc il nous faut faire ensemble, calmement, avec sérénité, mais compétence. Il faut partager, il faut mutualiser les compétences et ne pas faire du copinage comme certains croient que c'est la solution. Ça ne peut pas continuer. Il faut savoir, il faut que l'opinion publique sache qu'il y a des gens qui utilisent des voitures auxquelles ils n'ont pas droit. Il y a des gens qui ont des sursalaires. Il y a des gens qui ont des clauses bénéficiaires autres que leur contrat. Il y a des gens qui ont des heures supplémentaires qui sont supérieures à 28 heures. Et ce n'est pas en continuant comme ça, en surpayant l'incompétence et la médiocrité de certains, parce qu'il y a des gens travailleurs. Il y a des gens compétents, mais comme vous êtes dans des structures où les gens passent leur temps à dire en la moins boilette, en pas la moins compter baisse, ça ne peut pas durer. Il faut faire le ménage, il faut mettre de l'ordre, il faut que les gens qui doivent payent, mais qui ne payent que ceux qui doivent, sous réserve d'avoir de l'eau, en quantité et en qualité. Il faut que les comptes soient corrects, il faut que les logiciels d'ordinateur soient compatibles entre eux, il faut que les gens méritent leur salaire. Mais ceux qui ont travaillé, il faut leur payer. Ceux qui méritent des récompenses, il faut les récompenser. Ceux qui méritent des sanctions, il faut les sanctionner. D'ailleurs, la volonté de certains pour faire le ménage prouve, le 8 décembre, nous verrons, il y aura des verdicts qui vont tomber, et je maintiens ce que je n'ai eu cesse de dire, nul n'est au-dessus du droit commun, et personne ne sera au-dessus du droit, agent, influenceur ou élu. Alors Jacques, j'ai une téléspectatrice qui m'a contacté, elle habite la région de Saint-Claude, et me disait qu'elle a reçu des factures d'eau exorbitantes. Dans ce cas-là, que peut-on faire? Que peut-elle faire, puisqu'elle nous écoute aujourd'hui, puisque je lui avais promis de vous poser la question,
quand vous recevez une facture de plus de 2500 € pour votre consommation trimestrielle, quand vous vivez seul, c'est le cas de cette dame, que faire? Il faut contester immédiatement la facture. Si elle est mise en recouvrement de type normal, il faut la contester auprès de la personne qui l'a émise immédiatement. Ou alors, si elle est en recouvrement forcé, c'est-à-dire avec un huissier ou un agent ou un service de recouvrement, il faut la contester parce que la charge de la preuve est à la charge de la personne qui a émis la facture. Oui. D'accord. Bien. Ben, c'est dit et on va vous retrouver. Donc, vous devez immédiatement la contester. Et même si on envoie un huissier chez vous, vous dites à l'huissier, voilà, je contestais tel jour, voici le double de la lettre, je l'ai envoyé en recommandé. Et maintenant, pour ne pas perdre de temps à la poste, mesdames, messieurs, faites des recommandés électroniques. Ça va beaucoup plus vite et vous ne perdez pas de temps. Bien. Ben, Jacques, on vous remercie et puis on va vous retrouver vendredi prochain avec notre ami Ismar. Ah oui, oui. J'espère que à ce niveau-là... Oui, si Dieu le veut, si Dieu nous prête vie à tous, parce qu'il faut que nous soyons unis pour combien nous sommes en guerre contre le Covid et une guerre, ça dure 24 heures sur 24. Solidarité ensemble. Ok, merci Jacques, en direct de Port-Louis, en direct du téléphone. Voilà, on va partir vers la France. Maurice Cessé a assisté à la Maison des Outre-mer à un début de collecte et aussi de distribution d'aliments. C'est un reportage que nous avons de notre correspondante là-bas. On regarde tout de suite. J'ai connu l'association il y a une semaine sur les réseaux sociaux. J'ai vu une story et étant donné l'état actuel, je me suis dit pourquoi pas, puisque je suis quand même une étudiante dans le besoin. Et je compte revenir assez souvent parce que c'est vraiment intéressant, surtout pour nous, les étudiants ultramarins. Je viens de La Réunion. Je suis ici pour faire... j'ai découvert l'association il y a une semaine par une amie. Et je viens ici pour faire des économies et pour voir ce que ça donne. Ça fait maintenant quelques années que je la connais via des personnes de ma famille qui m'en ont parlé. Aujourd'hui, c'est ma première fois, donc je vais découvrir. Avec cette période de confinement, ça devient assez compliqué de faire des courses et d'avoir surtout les moyens de faire des grosses courses. Donc l'association nous permet donc de faire des économies et ça, c'est super avantageux pour nous. J'habite à Lyon et je suis venu ici pour la première fois récupérer des courses afin de faire des économies. C'est la première fois que je viens et je pense que je vais continuer à venir pour un petit moment. Alors j'ai connu l'association du bouche à oreille. C'est une amie qui était déjà venue ici auparavant et qui m'en a parlé justement parce qu'elle sait que niveau financier c'est un peu tendu à cause du confinement. Donc elle m'en a parlé et puis je suis venu voir ce que ça donne. Du coup c'est ma première fois ici. Et nous sommes ici à la Maison Ravier, à Lyon 7e, afin de mettre en place un dispositif d'aide alimentaire pour les étudiants ultramarins qui en ont grand besoin pendant cette pandémie du Covid. Donc nous avions déjà mis en place un dispositif pendant le premier confinement où nous avons distribué plus de 4 tonnes de nourriture à plus de 150 jeunes. Et donc nous avons recommencé tout cela le jeudi dernier, jeudi 12, ici, Maison Ravier. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir distribuer des produits alimentaires pour les étudiants ultramarins qui se passent le lundi, mercredi et jeudi de 17h à 18h30. Voilà. Et nous partageons, alors on va vous dire, il y a toute une diversité de fruits et légumes que nous proposons, qui sont commandés avec la banque alimentaire. Et nous partageons aussi ces produits alimentaires avec l'association de Saint-Étienne. Voilà, 13h23, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Francette Florimond pour pouvoir parler de la chronique à ma suite. Voilà, il est exactement 13h29. On est prêt? On démarre. Voilà, avec Francette qui est arrivée. Francette, bonjour. Oh, c'est une grande joie. Ça fait combien de mois qu'on ne vous avait pas vu en direct? Ça fait un paquet de mois et je dois avouer que ça m'a manqué. Ça m'a manqué de ne pas être avec vous. Mais oui, on parle au téléphone, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et puis j'aime la Guadeloupe, quoi. Il n'y a pas à dire. Ah, mais ça, je sais. Personne n'en doute, personne n'en doute. Ce pays-là me va bien, quoi. Il faut rester ici, par Opati. Alors, juste quand même un petit mot sur le confinement martiniquais. Disons que
J'ai lu tout à l'heure, juste avant de venir, il y a le MEDEF, leader MEDEF qui a fait une conférence de presse. Ah oui, ils ont sorti quelque chose d'extraordinaire sur le jardin créole. Voilà. Ils faisaient une conférence de presse tout à l'heure. Voilà. Et donc, je me dis, mais c'est pas du tout la même approche en Martinique. Là, on est en train d'essayer de réouvrir les petits commerces, vu que nous sommes confinés, et que beaucoup, et je peux l'attester, vu que j'ai livré mon magazine il y a 2 semaines, et vraiment le nombre de magasins fermés du nord au sud, quoi. C'est d'une tristesse. Et c'est vrai que face à ça, on a un préfet qui est plus frileux que ça, on ne connaît pas. Oui. On a un président qui n'existe plus. Je ne dirais pas qu'il n'existe plus, mais je suis en empathie par rapport à lui parce que c'est un vieux monsieur, quoi. Ouais. C'est un vieux monsieur. Il est passé. Disons que... Il n'est pas dans le coup, on va dire. Comme je vais devenir vieille aussi et que je ne sais pas comment ce sera, je ne vais pas cracher sur ce monsieur. Bon, mais c'est vrai que non, et puis bon, je participe aux conférences de presse qu'ils font en visio. Oui. On ne peut pas poser de questions. Quand on pose des questions, on fait des leçons. Comme vous n'avez rien compris, je dis bon, ça va quoi. J'ai des cheveux blancs quoi. Donc c'est pas moi, tu vas faire de la philosophie économique. Donc dis-moi les choses et puis je te questionne tranquillement. Mais est-ce que la Martinique va être déconfinée dans les jours qui viennent? Je ne sais pas. Non, mais bon, je ne sais pas. Et à la limite, je les laisse gérer cette espèce de merdier qu'ils ont créé et qu'il faudra bien en sortir. Mais la casse sera énorme. Et je pense que quand je le relis, ce qu'a sorti ce matin, enfin tout à l'heure, le MEDEF, l'UDE MEDEF. Alors ils veulent lancer le jardin créole. Mais oui, mais ils ont raison. Oui. On ne peut pas continuer à... Non, mais c'est une vision que je partage complètement, j'essaye de le dire. On ne peut pas continuer à faire à ce que notre alimentation dépende de containers. Voilà. C'est pas possible. Alors qu'on a des terres, bon, certes, il y en a qui sont chlordéconés, mais enfin, bon, voilà, faut faire... là, c'est un vrai problème qu'il ne faut pas mettre sous le tapis. Mais surtout, il faut aller dans une autre direction et puis réhabiliter la terre. Ouais. On fait tellement quoi que travailler la terre, c'est rien, etc. C'est faux. Et la problématique que soulève le chlordécone, même si on ne veut pas le dire, que chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, merci, c'est que c'est une problématique alimentaire. C'est parce que nous mangeons des choses qui détruisent des trucs essentiels à l'intérieur de nous, ce qui fait que nous sommes fragilisés. Le diabète et l'obésité viennent parce qu'un capteur, la malbouffe détruit un capteur de glycémie dans l'estomac. On vient de le découvrir le même jour que Castex nous reconfinait. Donc je me dis, il faut entendre ça et puis sans être dans l'émotion. Voilà, mais c'est vrai que ce que fait le gouvernement et les décisions qui sont prises, on se dit mais wow. Sur la tête. Alors, parlons un petit peu de cette renaissance de la Caraïbe. En fait, voilà, pour ne pas être dans la morosité ambiante et parce que je crois vraiment qu'il y a un demain et que ce demain, c'est nous qui devons le construire avec nos énergies, nos envies, etc. Je veux parler de 2 choses aujourd'hui et qui sont en train de naître et qui vont devenir des éléments incontournables dans les prochaines années. Le premier, c'est le centre d'arbitrage régional OADA, CARO. Il y a eu le premier arbitrage réussi entre 2 entreprises guadeloupéennes qui, au lieu de faire un procès de 20 ans, elles avaient un différend, elles ont mis des clauses d'arbitrage dans leur contrat et du coup, elles ont pu faire appel à ce centre d'arbitrage. La Guadeloupe sera dotée, puisqu'il sera ici, ce centre d'arbitrage. On ne sait pas encore où, mais bon, en tout cas, c'est Madame Marie-Camille Pitot qui est une spécialiste qui va chapeauter ça. Elle a maintenant les fonds pour recruter une équipe d'à peu près 4 ou 5 personnes. Et en plus, ce qui est intéressant, en lien avec tous les territoires de la Caraïbe, parce que ce n'est pas simplement que pour nous. Et nous qui sommes appelés, parce que c'est vraiment le Covid nous donne l'opportunité de retravailler en profondeur nos relations avec notre géographie, la Caraïbe. Et donc, ce qui est intéressant dans ce centre, c'est qu'ils ont des contacts dans les différents territoires. C'est-à-dire que si vous faites du business avec Trinidad ou avec la Dominique ou Sainte-Lucie, etc., ils ont des avocats adhérents, des arbitres dans ces pays-là. D'ailleurs, c'est un Caribéen, l'ancien président de la Cour de justice caribéenne, qui est
président d'honneur de ce centre. Et donc, ils ont la capacité d'amener cette compétence et cette connaissance pour justement éviter ces longs procès. Et moi, je trouve qu'il y ait un organe comme ça qui vienne enfin consolider, parce que c'est avec ça qu'on crée des relations de confiance. Parce que quand on sait comment on sort d'une relation, là, on peut savoir qu'on peut y aller. Donc, c'est la première chose, je me dis, il y a encore plus de détails dans le dernier numéro d'Interentreprise, si ça vous intéresse, que le numéro de novembre, qui est en kiosque en ce moment. Mais vraiment, il y a ce nouveau centre d'arbitrage qui est là pour vraiment donner des perspectives. Parce que demain, une fois qu'on aura relancé nos marchés locaux, etc., il faudra commencer à retisser avec la Caraïbe. Et là que j'arrive à mon deuxième sujet, c'est pour ça que je vous dis, c'est un jour de grâce. Parce que vraiment, de voir des pépites comme ça qui sont en train de sortir, il y a un jeune homme qui est d'origine martiniquaise en plus, qui, il est né, il a grandi sur le bord de mer à Casse-Pilote et sa mère travaillait dans une conserverie de poissons, une coopérative de poissons. Donc quelqu'un qui a vécu là-dedans. Il a fait son école de pêche et il est parti et il a eu une très grande carrière internationale. Il a fini chez Total en train de chapeauter tout le trade de gasoil, de fuel, sur toute la Caraïbe. Donc, c'était lui qui faisait que les bateaux approvisionnaient, etc. Et ce gars, il a passé 45 ans, ça va pas à moi, ce gamin. Et donc, il est en train de monter, parce qu'il est dans cette phase de recherche de financement, et j'espère que BPI France va regarder ça avec beaucoup d'intérêt, de monter une compagnie de cabotage qui s'appelle Caraïbe Links. Avec un S à la fin. Bien caribéen. Et donc, non seulement avec des bateaux qui sont adaptés. Jusqu'à présent, on a des caboteurs, c'était du recyclage, voilà. Là, ce sont des bateaux neufs. Il a une connaissance parce que ça a été un marin avant d'être commercial. Donc, il sait très bien le type de bateau qu'il faut. Donc, il est en train avec des ingénieurs, ils sont en train de faire de manière à homologuer ce bateau qui sera en capacité de transporter du conteneur, mais aussi du vrac, des bateaux, des machines, outils incroyables, de l'eau, etc. Il veut avoir une flotte jusqu'à 5 bateaux. Et je me dis, ça, c'est un rêve que j'ai depuis 20 ans. C'est pas depuis hier. Je me dis, on retrouve ces petits bateaux qui traversent, qui sillonnent exactement avant la période de conquête. Écoutez, champion du monde. Et moi, je me dis, voilà 2 personnes sous le boisseau, elles font leur petit chemin. D'un côté, on consolide les contrats avec des clauses de médiation dans tout et d'arbitrage dans tous les contrats, parce qu'il faut les mettre. Ça, c'est une obligation, mais beaucoup oublient. Il faut les mettre. Et derrière, on sait qu'on a cette dame, Madame Marie-Camille Pitou, qui sera là pour accompagner si jamais il y a des soucis et toujours éviter le procès, parce que c'est judiciarisation, ça suffit. Et deuxièmement, on a un jeune homme qui est là, qui est en face. D'ici, les bateaux vont commencer à être construits en 2021, tout début de 2021, et pour une mise en exploitation, sans doute, deuxième semestre ou de 2021. Donc, quelque chose d'imminent. Alors, mais des escales dans combien d'îles? Attends, tu sais, c'est la demande qui fait le marché. Et aujourd'hui, la demande est là. Aujourd'hui, les compagnies qui... Attends, il n'y en a pas 300, quoi. Il y a CMA CGM qui vient, et puis il y a Marfret qui fait un petit peu de machin. Voilà. Donc, on n'est pas desservi comme il faut. Et on a vu d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un séisme, en plus... Il travaille justement sur cette problématique-là également, de manière à pouvoir plus rapidement que quand il y a un séisme par ici, qu'on puisse positionner des containers de santé, etc. C'est vraiment quelqu'un... Et puis en plus, il a un autre projet sur les sargasses. C'est vraiment quelqu'un d'original. Et c'est pour ça que je me dis... Il y en a un qui a dit que c'est que les Martiniquais qui peuvent gérer les affaires martiniquais. Mais j'en pense que c'est que les Caribéens qui peuvent gérer les affaires des Caribéens. Ça ne peut pas venir de continentaux. Et parce que pour eux, ça a quelque chose d'incroyable de se dire, bon Dieu, on fait 200 mètres et puis on a une île 300 mètres. Non, c'est ça, nous. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et on a voulu faire croire que c'était un désespoir. Au contraire. Et moi, je trouve que c'est extrêmement encourageant. Nous sommes là dans une destruction de valeurs certaine,
avec le Covid, avec le confinement, avec les décisions qui sont prises, il y aura une destruction de valeur. Il y a des métiers qui vont être réhabilités. Moi, je crois beaucoup au retour à l'agriculture. Mais je crois aussi beaucoup aux métiers de la mer. Parce que aujourd'hui, ça se passe sans nous. On a beaucoup de bateaux autour de nous, mais ils ne viennent pas chez nous. Donc là, vraiment, on a besoin de capitaines, de personnes qui sont en capacité. Il y en a un très bien qui s'appelle Roland Bellemare et qui a l'Express des îles. Chaque fois que j'ai la capacité, je le dis aussi. Oui. Mais il y en a d'autres qui doivent émerger parce qu'il y a plein d'autres segments sur lesquels il n'y aura pour l'instant personne. Donc voilà, un petit tour dans la Caraïbe et j'espère beaucoup d'espoir dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent parce qu'il y a un demain. Voilà, Francette, merci. Et on espère vous revoir souvent. Qu'en est-il? Je vois ce matin, il a fallu que je monte patte blanche pour entrer en Guadeloupe, quoi. Ouais, il a fallu que je montre papier pour dire qu'est-ce que vous venez faire, quelle est votre attestation et puis quelle est votre motivation, pourquoi vous venez là. Alors c'était beau parce que j'avais Florimond du barreau. C'est moi-même qui donne une attestation à moi-même. Voilà. Donc c'était beau. C'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous avons reçu en début du ZCL le nouveau président de l'Association des maires de Guadeloupe. Je vais parler de M. Jocelyn Sapoti. Il a démenti les propos tenus sur une autre antenne concernant les salaires des employés de l'AMG. On avait annoncé 6 000 € pour une secrétaire, c'est faux, c'est simplement 3 000 € et 38 000 €30 000 € pour les voyages entre le président et la secrétaire, ça aussi c'est faux. Il s'agit de voyages sous l'ensemble des maires, 16 communes, 16 maires qui ont voyagé et le total, quand on fait la division, ça revient à 800 € par maire. Ça, c'était la précision qu'il fallait porter. Sinon, on a parlé du nouveau plan chlordécone qui a été présenté. Je ne sais même pas si le 9e plan... Quatrième plan chlordécone avec un petit peu plus de moyens, semble-t-il, hier à la préfecture. Et puis c'était, on l'a dit, toute cette semaine, le Pôle emploi a été vraiment dans les médias puisque hier, on a on a fêté en Guadeloupe le DODI pour les personnes en situation de handicap. C'est très important et le Pôle emploi, ça fait depuis quelque temps, a essayé de rattraper le coup. Ça, c'était aussi dans le reportage de Maxime Morel. Mais sinon, on a reçu, comme chaque vendredi, Jacques Davila et de l'eau en toute sauce. Et puis on a terminé en beauté avec notre ami Florimond de son nom et de son prénom français F2 qui est de retour en Guadeloupe ou à Casao. Ah oui, chez moi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par notre ami Kevin. On se retrouve lundi pour une autre série de ZCL. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end. Et puis on se retrouve comme chaque semaine, lundi matin. Et acheter un terrain entreprise. Ciao, bye bye.